Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de François Hollande. Depuis un an, l'ancien chef de l'État ne s'est donné qu'une seule mission, défendre son bilan. Faire l'inventaire de son quinquennat, montrer qu'il compte encore dans le débat politique. Il le fait encore ce soir devant la Fondation Jean Jaurès, devant 800 personnes. Et cela ne plaît pas à tout le monde, surtout pas au Parti socialiste qui cherche à tourner la page. Est-il trop encombrant? Est-il même un obstacle à la reconstruction du parti ou au contraire un recours possible? Débat et analyse avec nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Alexia Germont à Florent Vadillo. Nous reviendrons sur cette affaire très embarrassante pour Emmanuel Macron. D'après nos confrères de France Info, il aurait bénéficié de pas mal d'avantages pendant sa campagne. Ristourne, location de salle à prix cassé, des choses que la commission des comptes de campagne n'aurait pas vues. Cette commission est-elle dépassée? Est-elle encore à la hauteur des enjeux? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Gabrielle Dédier. Elle est l'auteure d'un livre coup de poing sur la grossophobie. Comprenez la discrimination anti-gros. Elle l'a elle-même vécue. Insultes, agressions, humiliations. Elle raconte la souffrance des obèses dans un livre « On ne naît pas grosse ». Et elle invite nos sociétés à s'interroger sur les vrais responsables de l'obésité. Mais d'abord, cet ancien président omniprésent, peut-être un peu encombrant, François Hollande, encore invité ce soir par la Fondation Jean Jaurès pour débattre des réussites et des échecs de son mandat. Plus d'un an qu'il n'est plus au pouvoir, plus d'un an qu'il cherche à exister encore. Avant d'en discuter avec nos invités, retour sur les apparitions de l'ancien chef de l'État avec Stéphane Amalian. Il avait signé son retour à Angoulême le 22 août 2017. Une première sortie médiatique, l'occasion de défendre son bilan, réhabiliter son action 3 mois seulement après avoir quitté l'Élysée. Jamais il n'y a eu autant de création d'emplois que cette dernière année, depuis 10 ans. Il y a une croissance qui va permettre de régler bien des questions, y compris budgétaires, sans qu'il soit besoin de prendre des mesures toujours trop difficiles ou trop brutales. Mesure trop brutale, première pique d'une longue série adressée à son successeur Emmanuel Macron. Des critiques souvent subtiles, mais les flèches sont parfois empoisonnées. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse. François Hollande n'a donc pu se résoudre à quitter l'arène politique. Presque un matador, toujours prêt à armer ses banderilles sur son successeur. Il se voudrait presque l'épicentre d'une gauche en morceaux et semble même regretter d'avoir jeté l'éponge en 2017. Ceux qui viennent vers moi, le regret le plus fort qu'ils ont, c'est que je n'ai pas été leur candidat en 2017. Depuis la sortie de son livre, François Hollande remplit librairies et supermarchés. Accueil chaleureux, dédicace, l'ex-chef d'État semble avoir reconquis une partie de l'opinion publique, comme un dirigeant politique en pleine campagne. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Yves Deray, bonsoir, rédacteur en chef du Parisien Week-end qui titre cette semaine sur la Coupe du Monde. Mickaël Darmon, éditorialiste à Sud Radio, auteur de Macron ou la démocratie de fer. Françoise Degois, présidente de l'Agence citoyenne, ancienne journaliste politique et ancienne conseillère politique de Ségolène Royal. Ça reste dans la famille, bonsoir. Ça reste dans la famille. Stéphane Vernet, bonsoir à vous également, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction Ouest France à Paris. Merci à tous les quatre d'être ici. Avant de vous interroger, je voudrais vous faire réagir aux réactions au PS face à ces sorties médiatique à répétition de François Hollande. Le trésorier du parti interrogé par Libération ce matin nous dit « Hollande a le droit d'écrire un livre pour défendre son bilan, de prendre la parole publiquement, mais il ne peut pas être un acteur de la renaissance du PS et de la gauche. » Écoutez maintenant ce qu'en pensent certains sénateurs socialistes interrogés tout à l'heure par Quentin Calmet. Et quand même, une parole d'un ancien président, c'est quand même intéressant. Je pense que ça fait aussi du bien de le voir revenir pour s'exprimer, parler sérieusement de l'action qu'il a menée pendant 5 ans. Cet engouement subi, qui est à l'opposé de ce qu'on a vécu il y a un an, qui était un rejet vraiment tous azimuts, un tel rejet qu'il avait bien analysé puisqu'il a renoncé à se prononcer. Donc je ne sais pas de quoi ça ressort. Je le comprends. Je le comprends que ça puisse agacer. Écoutez, qu'il fera ce qu'il a à faire. On verra. Le succès du livre, sa tournée, les signatures, si ça lui fait du bien, c'est déjà ça. Est-ce que ça nous fait du bien? La question est posée. Voilà, on voit bien que tout le monde n'est pas tendre et ça vous fait sourire. Yves Deray, est-ce que François Hollande est un obstacle à la reconstruction du PS, à la renaissance du PS? Bon, je ne crois pas qu'il sera un obstacle. Je crois quand même aussi qu'à un moment donné, il faudra relativiser le succès du livre.
On en parle dans le reportage, David Assouline en parle. Est-ce que vous savez combien il a vendu 80 000 exemplaires vendus et réédités. Non, GFK, c'est 66 000. Alors, c'est de la 66 dépêche 000. AFP de cet après-midi. Mais... Alors, il y a les sorties, c'est des livres, c'est un peu compliqué. Le GFK sorti de caisse, c'est 66 000. Alors, peut-être qu'il a vendu un petit peu en Suisse et en Belgique, mais enfin, c'est quand même pour un ancien président de la République qui fait le bilan de son action, qui balance des pics au nouveau président, qui dit des choses un peu en coulisses, etc. C'est pas un score non plus exceptionnel, hein, je veux dire. Et il est très très loin de son ex-campagne qui avait fait mais on un voit score que ça agace, en tout cas. au-delà de 500 000 exemplaires. Donc alors, ça agace certains en effet. Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit un obstacle. Je pense même que d'une certaine manière, le fait que François Hollande réhabilite son bilan est pas si mauvais pour le Parti socialiste, parce que malgré tout, c'est aussi un peu son bilan au Parti socialiste. Que je sache, Olivier Faure, il n'était pas très éloigné de Jean-Marc Ayrault, de François Hollande, c'est sa famille. Donc, que finalement, on se dise, tiens, le bilan des socialistes au pouvoir, pas si mauvais, puisque l'emploi repart, puisque la croissance est un petit peu là, etc. Et que tout ça, on ne doit pas tout à fait encore à l'effet Macron, parce que ça fait pas si longtemps qu'il est là. Je pense que c'est un jeu, assez personnel de la part de François Hollande, qui a envie de redorer son blason, mais je ne vois pas en quoi ça dérange tant que ça le Parti socialiste. Mickaël Darmon, pas un obstacle à la reconstruction du PS? Non, c'est plutôt un éperon, parce que c'est vrai qu'ils n'ont personne. Olivier Faure, il ne parle pas, il murmure. Les députés, ils ne sont pas là. Les sénateurs, on les voit, ils sont écrasés sur leur fauteuil, la cravate défaite. Ils ne sont pas du tout en situation d'être allants. Et en réalité, au fond, il fait ce que Nicolas Sarkozy a créé. C'est-à-dire il se remet dans le mandat post-présidentiel. Parce que c'est quand même assez nouveau d'avoir des ex-présidents qui sont encore en bonne santé, qui sont actifs et qui ont envie de faire des choses, et surtout qui, comme Nicolas Sarkozy, n'ont que la politique dans la vie. Donc en réalité, il n'y a que ça qui le motive. Et lui, c'est l'homme des circonstances. Il a toujours compté sur les circonstances. Il se met là maintenant au milieu parce qu'il voit que quand il parle, ça fait un événement. Il est le seul à être aujourd'hui à pouvoir critiquer Macron avec un effet médiatique. Et là, je rejoins effectivement Yves Doré à ce sujet par rapport au livre. Il est dans la même illusion d'optique que Sarkozy, qui a cru qu'avec les librairies et les selfies, il allait reprendre le pouvoir et le pays. Alors que ça ne marche pas comme ça. Alors que ça marche pas comme ça du tout. Alors loin d'être un obstacle, vous êtes presque en train de me dire... Sarkozy, c'était aussi les concerts de Calabrune. Oui, il y avait autre chose. Mais ils ont en commun de faire à peu près le même parcours dans les villes moyennes, les petites villes moyennes, où on reconstitue un public et où effectivement une personnalité comme François Hollande, par définition, ça déplace du monde. Alors moi, ce que je comprends, c'est que loin d'être un obstacle, il serait presque un atout pour le Parti socialiste. Oui, je rigole parce que j'entends mes vénérables confrères. J'ai tellement entendu. On n'est pas vénérables. Non, mes amis, j'ai tellement entendu tout Paris expliquer, y compris le cabinet d'Emmanuel Macron, que ce livre se vendrait à 400 exemplaires, que ce serait un échec, un four, et que tout le monde avait qu'une seule envie, c'était de remiser François Hollande au placard. Ça n'a pas marché. Alors, on verra à la fin. Je comprends bien que vous pinaillez, mon cher Yves Doré, sur le chiffre de vente. En tout cas, ce que je vois, moi, c'est les files d'attente, c'est les gens qui veulent le voir. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont voter pour lui, mais ça veut dire, en étant un peu cruel aussi, parce que c'est ma famille politique, ça veut dire qu'aujourd'hui, François Hollande, si je devais utiliser une métaphore un peu désagréable, c'est l'homme le plus riche du cimetière. Voilà. Alors, qui a constitué ce cimetière? Il en est en partie responsable, avec Emmanuel Valls. Ils ont fait imploser et exploser la gauche, mais aujourd'hui, c'est lui l'homme le plus riche de ce cimetière-là. Alors, j'entends bien les sénateurs, les voix qui s'élèvent. La réalité, c'est que si François Hollande, qui recommence à prendre des points dans l'opinion, commence à devenir bankable, tout le monde trouvera qu'à un moment donné, il a été un pas si mauvais président que cela. Par opportunisme, et que, au fond, évidemment. Bien sûr, parce que tout le monde fonctionne comme ça. Moi, je suis assez frappé, déjà... Ça, c'est à titre peut-être personnel et presque sentimental ou émotionnel. Je suis très heureuse que ça se passe comme ça. Voilà un homme qui a ramassé comme personne n'a ramassé pendant 5 ans. Je pense qu'il n'y a pas eu une heure de repos sur la moquerie quand c'était pas son physique, c'était le type qui savait pas trancher. C'était le mot. D'ailleurs, il disait en rigolant, vous pouvez dire également que l'après-midi, je jouais au bridge parce que c'était le roi fainéant. Je pense que personne n'a eu une caricature aussi désagréable. Donc, il me semble que déjà, pour lui, c'est bien de dire sa vérité. Mais lui, c'est pas un sentimental. Il a des choses à dire. Il a un adversaire
à combattre. Et puis, c'est un très bon mathématicien, Hollande. Il sait qu'entre Jean-Luc Mélenchon, je compte à peine Benoît Hamon, il m'en excusera, et Emmanuel Macron, il y a 25 à 30% de gens qui se baladent, qui n'aiment pas Macron, qui ont voté Macron parce qu'il fallait barrer Le Pen, qui ne feront jamais de Jean-Luc Mélenchon un président. Donc, cette part de gâteau, entre guillemets, qui peut la prendre? Alors, on va y venir sur ses ambitions supposées au réel. Stéphane Vernet, tout de même, Marie-Noëlle Lienemann, qui a déclaré « Tout un tas de gens ne reviendront pas au PS s'ils ont l'impression que c'est le retour de Hollande ». Je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'il est, oui ou non, un obstacle à la reconstruction de ce PS? Moi, je ne pense pas que c'est un obstacle. Je pense que le PS a bien d'autres obstacles à surmonter pour se reconstruire et que ça se fera sans François Hollande. C'est pas, voilà. C'est pas une question d'obstacle. Je pense qu'il y a une gêne. C'est-à-dire que une gêne de qui? Au sein du PS, par rapport à ce retour de François Hollande. Le nombre de livres qu'il vend aujourd'hui, c'est pas la question. L'intérêt de ce livre, c'est que ça lui offre une tribune, un moyen de revenir en première place. Il en profite. Comme vous l'avez dit, quelque part, il se fait justice lui-même parce qu'il a été victime du Hollande bashing. Effectivement, ça a été très violent. Tout n'était pas acheté dans ce qu'il a fait, bien au contraire. Et je pense qu'il est intelligent, il en profite. Il a intérêt à en profiter. Parce que ça durera pas. En même temps, et après, pour terminer, sur la gêne que ça occasionne au sein du PS, il faut bien comprendre que le processus de recomposition du PS, ça va être un processus très difficile, très lent, et qui n'est pas garanti. Ce parti, il est potentiellement aujourd'hui, à l'heure où on se parle, condamné à vivoter, à faire 6,4% à chaque échéance électorale pendant très très longtemps, et peut-être qu'il s'en remettra jamais. Mais la stratégie d'Olivier Faure, qui est le nouveau patron du PS, qu'on le veuille ou non, même s'il murmure, même c'est lui qui est aux manettes aujourd'hui, sa stratégie, c'est de dire on ne s'en sortira pas que si on n'a pas un œil sans complaisance vis-à-vis de nos errements et de nos échecs. Et donc, il construit son discours en disant on va commener par faire un bilan de ce qui n'a pas marché au niveau des années Hollande. Par rapport à Olivier Faure, juste une précision, si vous me le permettez, Rebecca. Je ne crois pas qu'il soit dans le droit d'inventaire, Olivier Faure, pour bien le connaître. Prône, en tout cas. Oui, en tout cas, il dit François Hollande. Je pense que Olivier Faure est plutôt dans l'idée, et là-dessus, là où Hollande pourrait être peut-être un obstacle, c'est que Faure est dans l'idée, petit à petit, qu'on ne peut pas gagner si la gauche ne s'unit pas. Voilà. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une forme d'union de la gauche. Alors, franchement, c'est logiciel qui n'existe plus. Moi, je ne juge pas ça. Attendez, on va avancer un peu parce que. Je juge pas. C'est pas une question de juger. C'est juste pour dire en fait que François Hollande, bien évidemment, c'est tout ce que je partage tout ce qui a été dit, mais il est aussi dans une reconstruction de l'histoire parce que s'il a perdu, s'il n'a pas pu avoir les conditions politiques pour se représenter, c'est qu'il a laissé vivre les frondeurs, c'est qu'il a laissé rentrer à l'Assemblée et qu'il les a laissés vivre. Il a une responsabilité. Alors que cela plaise ou non, effectivement, au Parti Socialiste, François Hollande rencontre effectivement ce vrai succès auprès des Français dans le cadre de la promotion de son livre, avec un accueil très bienveillant à chaque fois. Tout cela pourrait presque prendre des airs de campagne électorale, à tel point que l'idée d'une candidature pour 2022 est ouvertement évoquée par certains élus. Écoutez. Si François Hollande pense à 2022, le monde, il paraît qu'il a changé, le logiciel politique aussi, ce serait bien qu'il le dise vite, qu'on sache ce qu'on doit savoir. François Hollande n'est pas candidat pour 2022, et d'ailleurs, même s'il était, il ne nous le dirait pas. Ce qu'il veut simplement... Vous l'avez dit qu'il n'était pas candidat en 2022 ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, il dit qu'il est là pour d'abord défendre son bilan. À ce stade, aujourd'hui, le président de la République, François Hollande, sortant, a envie d'être respecté sur le travail qu'il a fait pour la France et les Français. Alors, François Hollande est-il en campagne? Regardez ce qu'il a déclaré sur LCP cette semaine. « Je n'ai jamais quitté la vie politique, mais je ne me place pas aujourd'hui dans une logique électorale. » Pas aujourd'hui, mais peut-être après, Yves de Rais. Je pense qu'il ne le sait peut-être pas lui-même. On ne peut rien exclure en politique, évidemment. Mais je crois quand même qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'actuellement, il est dans son meilleur rôle, François Hollande. Président, il a eu beaucoup de mal quand même à porter le costume, à avoir un comportement qui correspond à cette fonction, à faire preuve d'autorité quand il le fallait, etc. Là, il retrouve toute sa liberté de parole. On le retrouve drôle, sympathique, souriant, chaleureux, parce qu'au fond, François Hollande, c'est aussi ça. On l'a vu, on l'a d'ailleurs longtemps connu comme ça, et tout le monde aimait bien François Hollande, d'ailleurs plutôt, et même ses opposants, jusqu'à Nicolas Sarkozy, qui posait avec lui à la une de Paris Match. Donc, François Hollande était un type plutôt sympa, et tout à coup, on a vu un Hollande qu'on ne connaissait pas, lui-même d'ailleurs ne s'est pas reconnu. Je pense qu'au fond, je ne serais pas surpris qu'il s'en veuille un peu et qu'il soit heureux là de retrouver exactement le François Hollande avec lequel il n'aurait jamais dû divorcer. Et donc, c'est celui-là qui plaît plutôt aux Français.
Mais quel serait l'accueil des Français si tout à coup ils redevenaient candidat à la présidentielle, etc. On a vu ça avec d'autres auparavant, hein, et ça marche pas très bien. Françoise Degois, c'est plausible, une candidature en 2022 de François Hollande? Vous y croyez? Vous le connaissez? Tout est possible, tout est... Oui, moi, c'est quelqu'un qui renonce jamais. Je vous rappelle quand même qui est François Hollande. Alors, j'aime cette description du bonhomme, etc. Je dois dire quand même que quand on a pris, en tant que président de la République, l'année 2015, l'année sanglante de 2015, on n'a pas forcément envie d'être bonhomme, et il a fait preuve, me semble-t-il, d'une très grande dignité, saluée par tous. Voilà. Non, je termine, je finis. Je finis. Je suis pas sûr que les coups de menton fassent l'autorité d'un chef de l'État. Je pense que ce qui est important, c'est de gérer pour le bonheur des êtres humains. Quand on est président de la République, la fascination pour le coup de menton. C'est vous qui en parlez, c'est pas moi. C'est tout simple dans votre description de ce qu'est le Pourda. Il est forcément vertical et en coup de menton. Du tout, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est les méthodes des politiques, c'est pas les journalistes. Alors, j'interprète ce que vous dites, une candidature... Allez, on avance, s'il vous plaît. Il devrait, je dis ce que je pense, donc si ça vous dérange... Vous pensez, mais pas ce que je pense. Une candidature pour 2022, c'est envisageable? 2022, je ne sais pas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rappeler que François Hollande, quand il a commencé sa carrière, il a mis, je pense, 15 ans d'abord à être élu. Quand il a été battu en 93, c'est quelqu'un qui a recommencé à prendre le train de Paris à Uzerche parce qu'il était conseiller municipal d'opposition et il a continué inlassablement à tracer son chemin. Tout le monde se foutait de lui, c'était le bon gros, gentil, etc. Quand il a eu les clés du Parti Socialiste, mais non, il n'y arrivera jamais. C'est le seul, finalement, à part François Mitterrand, qui a réussi à franchir la dernière marche. Donc, je ne dis pas du tout qu'il sera candidat, je ne sais même pas si c'est le souhait des uns et des autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est inscrit chez lui que cet homme ne renonce jamais. Avec joie, avec douceur, avec rigolade, mais c'est une lame sous ce regard un peu rond. Il ne renonce jamais, ça en dit long. C'est surtout qu'il ne renonce jamais à attendre les circonstances. Son principal conseiller, il avait deux conseillers, la baraka et les circonstances. Bon, il y en a un qui est parti avec Macron, et maintenant il lui reste les circonstances. Donc à partir de là, effectivement, il se met au milieu, il dit je m'oppose là, j'ai mon livre, les Français vont vers moi. Certes, il met de côté un peu le fait qu'il a participé un peu à la déconstruction de la fonction présidentielle. Il y en a un qui l'a déconstruit par transgression, lui par déconstruction. Il était trop en retrait, les Français voulaient un président, ils le cherchaient depuis longtemps. Bref, ça a pu jouer également. Effectivement, maintenant en étant ex-président, il retrouve un rôle dans lequel il est a priori plus à l'aise. Mais on ne sait effectivement pas ce qui va se passer dans quelques années. On a été assez payé pour savoir qu'on ne sait pas comment se termine le quinquennat. Donc de ce point de vue-là, Hollande pense exactement pareil. Et il dit j'attends et on verra bien. Et il ne ferme pas la porte. Stéphane Vernet, est-ce que ce retour en grâce auprès des Français que l'on constate dans les librairies quand il fait des dédicaces peut signer un vrai comeback? Non. Non, clairement non. Moi je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir. C'est ce que j'appellerais le syndrome Poulidor. Les Français aiment les perdants, les seconds. C'est la position dans laquelle est aujourd'hui François Hollande. Donc il y a cette espèce de bienveillance, de retour en sympathie qui s'exprime aujourd'hui. À mon avis, il est culturel et il est lié à ce que j'appelle le syndrome Poulidor. Mais ça ne veut pas dire que, là où je rejoins complètement, si aujourd'hui il dit je me présente ou je reviens, pof, la cote de popularité, elle serait divisée par 2, par 3 instantanément. Donc, et il le sait, il n'est pas bête. Par contre, qu'il ait envie de revenir au fond de lui, ça, je suis persuadé que oui. Et ça pourrait se faire sur un incroyable concours de circonstances. Il faudrait que son deuxième conseiller, Baraka, revienne, effectivement. Ça fait beaucoup de si, mais regardez, si vous regardez la Ve République, à part Pompidou qui est décédé en cours de mandat, il n'y a que les 3 présidents qui n'ont pas pu être élus à l'issue de leur premier mandat, ils ont tous eu envie de revenir. Giscard, il part en disant au revoir. Nicolas Sarkozy, il a cherché à revenir. Ça fait 2 fois qu'il dit qu'il arrête jamais 203. Moi, je parie que... Je suis d'accord. Dans un concours de circonstances... Et on y consacrera peut-être une émission. Hollande, c'est pareil. Moi, je pense que circonstances... Il attend, il dit tiens, on ne sait jamais. Vous savez, Mickaël Darmon puis François Degois. Son livre, il fait presque 200-300 pages. Son livre, on peut le résumer en une phrase. Tout à l'heure, Caner en a prononcé une partie. Il dit « Je ne suis pas un perdant, je suis un sortant ». Et tout à l'heure, Caner l'a qualifié encore de président sortant.
tout en disant non, pas de candidature, mais il a prononcé le mot sortant. Donc en fait, c'est ça le logiciel Hollande, c'est introduire l'idée que je suis encore un sortant et qu'il y a une compétition peut-être qui peut encore être jouée. On verra. La nature est la horreur du vide. Donc ça veut dire que ou François Hollande, et là je suis d'accord avec Michael, c'est le roi de la circonstance, mais en même temps c'est ça aussi l'art de la politique. Il y en a un qui a attrapé le pouvoir comme ça, qui s'appelle Emmanuel Macron, c'est le roi de la circonstance aussi. La nature en politique a horreur du vide. Soit cette gauche, elle est capable de fabriquer un champion, c'est-à-dire un leader, parce que qui va jaillir comme ça, parce qu'on est dans le temps des jaillissements. Qui a vu arriver Emmanuel Macron, personne, à part qu'on l'a vu secrétaire général adjoint de l'Élysée, il était bien sympathique et bien mignon, intelligent, mais à part ça, bon, en un an. Donc on est dans le temps des surgissements. Soit il y a un surgissement d'une espèce de personnalité qui est capable de l'homme providentiel, ou piquer un peu à Mélenchon, piquer un peu et aller donc de Mélenchon au centre droit. Soit il y a un vieux de la vieille, parce que ça sera ça, peut-être. Je vous rappelle que François Mitterrand en 81, quand il était élu, 2 ans avant au congrès de Metz, il arrivait avec Fabius et tous les militants criaient à l'asile le vieux, les vieillards à l'asile. Vous êtes le vieux logiciel. C'était déjà toujours les mêmes mots. Vous êtes les vieux, la gauche a changé, le monde a changé. 2 ans après, il était président de la République. On ne sait pas. Oui. Tout ça pour vous dire qu'on ne sait pas. Je ne partage pas du tout cette opinion. Je ne pense pas du tout qu'il faut attendre un homme providentiel, parce qu'on peut attendre longtemps. D'abord, on ne sait pas s'il existe, et puis voilà. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il allait le fabriquer. D'accord. Moi, je vous contredis, ne faites pas le politique en interprétant ce que j'ai dit. Allez, on avance. Essayons d'avancer les bas, allez-y. Moi, je pense bien au contraire que le Parti socialiste, il n'a rien à gagner dans cette stratégie de critique du bilan de François Hollande ou de cette prise de distance vis-à-vis de François Hollande. François Hollande, dans son bilan, il y a beaucoup de bonnes choses. Sur la scène internationale, il s'est plutôt bien débrouillé, il a représenté souvent dignement la France. Dans son bilan économique, il y a aussi de bonnes choses parce que les inflexions qu'on voit aujourd'hui, elles sont sans doute... Donc il aurait raison de potentiellement se représenter ? Non, je ne pense pas qu'il a raison de se représenter parce qu'en revanche... En effet, il y a eu un fort désamour des Français, il y a eu une prise de distance avec lui, et celui qui revient après avoir perdu 5 ans après, etc., c'est une histoire qu'on ne peut plus raconter au peuple français. Même par revanche, ça va vite aujourd'hui, la politique ça va vite, vous avez vu Macron, comment ça se passe, etc. En revanche, le Parti socialiste a intérêt à s'appuyer fortement sur les bons points du bilan de François Hollande, que lui-même essaye de défendre, et il a raison de le faire. Appuyez-vous sur mon bilan. Il a raison de le faire, et de se dire aussi que c'est là qu'est peut-être le cap, parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste a besoin d'un cap. On ne sait plus où il est. Exactement. Et donc, je pense que là, il peut s'appuyer sur ces quelques points pour montrer une direction, parce que là, on ne sait plus très bien, on change de nom, on est plus à gauche, moins à gauche, on se rapproche de Mélenchon. Alors, pourquoi François Hollande aurait-il tant de mal à lâcher la politique ? La réponse est peut-être à trouver aussi dans son CV. Il a assez peu travaillé comme avocat, il a été élu député dès l'âge de 34 ans, et puis depuis, sa vie n'a tourné qu'autour de la politique. Aujourd'hui, se retrouve-t-il un peu désœuvré? Il a lui-même un petit peu répondu à cette question. C'était dans l'émission Au Tableau, qui sera diffusée sur C8 mercredi prochain à 21h. Les équipes de la production nous ont permis de vous livrer ce soir un extrait. Et vous vous ennuyez pas? Et c'est pour ça que il ne faut jamais s'ennuyer. Ça, c'est un grand principe que vous devez garder toute votre vie. Il faut lutter contre l'ennui. Parfois, quand on n'a rien à faire, on trouve que le temps passe très lentement. Donc il faut toujours se donner une mission, un engagement, un objectif. Et quel est le plus beau moyen d'être heureux que de rendre les autres heureux? Tu vois ? Voilà, émission qui sera diffusée sur C8 mercredi prochain à 21h. Il ne dit pas non quand on lui demande s'il dit jamais non. François Hollande ne dit jamais non, d'ailleurs. Parce que tout le monde croyait en sortant de son bureau qu'ils avaient remporté la partie à chaque fois que quelqu'un débattait un arbitrage ou mettait en avant une idée. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne sait faire que cela aussi, de la politique? Mais quelque part, il dit que ce n'est pas grave de savoir faire que de la politique. Et c'est pas si mal que ça non plus. Bien sûr. Combien de dirigeants, combien de dirigeants d'entreprise ou d'autres on a vu au fond rater leur activité et mettre parfois aussi les gens au chômage. Donc faire de la politique, c'est aussi après tout un engagement, c'est aussi un sacerdoce, c'est aussi c'est comme les religieux, ça fait que de la religion. Quelque part, c'est pas non plus forcément à dénigrer. Voilà. Oui, il s'ennuie. Hors micro, il le dit autrement. C'est-à-dire qu'il dit que quand il était président, il avait un emploi du temps qui était overbooké avec un agenda qui était rempli de partout, et du jour au lendemain, il s'est retrouvé
retrouver avec un agenda vide. Voilà, c'est ça la réalité. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu sur un rythme très très intense pendant des dizaines d'années dans ses différents postes. Et aujourd'hui, là, il est dans un creux. Donc, et il ne sait pas faire autre chose ? Mais pourquoi moi je suis absolument d'accord avec Michael, et c'est pas sale de faire de la politique. Voilà. C'est sale, mais on peut savoir. Non, mais c'est un homme qui est devenu président de la République, donc à un moment donné il sait gérer un pays. Après il sait gérer peut-être une région. Moi je ne crois pas du tout à ce fantasme de le nouveau monde où il n'y a pas de professionnels. Enfin les professionnels, tout ça c'est du populisme. Même si c'est du populisme chic, c'est du populisme. Il y a le monde politique. Et François Hollande est un homme. Il aime la fonction d'État. Il aime la fonction d'État. Et c'est assez noble. Moi, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt et se dire que tous les gens, comme ils ont été renvoyés à leurs chères études, tout ce monde politique, oui, ils aiment la fonction d'État. Ouais, moi, je modulerais un petit peu quand même ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que, par exemple, Nicolas Sarkozy, qui adore la politique, il sait aussi faire de l'argent. Et en ce moment, il en fait. Il fait du business. Bon, il passe 3 coups de fil et il fait son carnet d'adresse. En quoi il fait de l'argent. Il fait du business et il sait faire du business. Il sait parler argent, il sait parler contrat. Oui. Car là, vous voulez dire qu'il a une autre expérience autre que c'est quelqu'un qui a été avocat et en partie avocat d'affaires. Il connaît très bien ce monde-là et il sait très bien faire. Et si le groupe Accor a décidé de le recruter à un moment donné, c'est parce que, pas juste pour lui faire plaisir, c'est parce qu'il sait qu'il pouvait lui rabattre des affaires. Donc, il sait faire. Oui, c'est un intermédiaire. En revanche, François Hollande, je pense que c'est pas un homme d'argent. Il l'a démontré tout au long de sa vie. On voit bien ce qu'il a pu acquérir tout au long d'une vie politique, etc. Ça me semble pas être un homme d'argent. Je pense que les affaires, c'est pas son truc. Quand on est ancien président de la République et qu'on a donc on atteint le sommet quand même de ce que ce combat peut vous apporter, je vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus en politique. Donc la seule chose, simplement, qu'il continue à faire de la politique, ça n'étonnera personne, c'est ce qu'il fait le mieux, et il ne sait pas faire grand-chose d'autre. En revanche, la manière de la faire, ça je pense que c'est très important. Qu'il donne son point de vue sur la situation internationale, sur l'Europe, sur des grands sujets éventuellement de société, pourquoi pas ? Ça, je pense que il est tout à fait dans son rôle. Et on peut attendre même sa parole. En revanche, quand il fait de la petite politique politicienne avec des petites phrases vachardes comme « le président est très riche », là, je pense qu'il abaisse un peu la non-fonction d'ancien chef d'État. Et ça, je trouve ça dommage. Et j'espère que c'était un moment d'égarement. C'était plus une leçon politique à l'égard de sa famille politique, pour dire voilà comment il faut s'opposer si vous voulez faire entendre votre voix. Et indépendamment du fait que, je suis d'accord, il s'ennuie, il n'a pas encore totalement digéré ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, on est en fin de processus, et le livre qui sort exactement pour les 1 an de Macron veut répondre aussi à cette volonté d'en découdre un petit peu. Mais là, il faudra que ça passe, effectivement, qu'il puisse muter. Ces sorties et ces pics vachardes à l'égard de Macron, ce sont beaucoup des leçons de politique à sa famille, en disant, pour reprendre l'analyse que vous faisiez tout à l'heure, il y a un espace à prendre, prenez-le, allez-y, parce que c'est faisable et le cap peut être là. Et ça, pour moi, cette phrase-là, c'est du mélange. C'est pas comme ça, à mon avis, que le Parti socialiste va ressusciter en disant que Macron est le président du très riche. Quand vous parlez avec François Hollande en privé, effectivement, il est pas simplement cool, il est dans la colère. Lui, il considère que sa famille politique ne sait pas s'opposer et que dans l'opposition, vous savez, Mitterrand disait plus c'est gros, plus ça passe. Il a appris les leçons de Mitterrand. À un moment donné, pour exister, pour casser la coquille, il faut taper, il faut savoir frapper. Et il considère vraiment que c'est pas un niveau. Donc voilà, il donne des leçons, mais avec l'idée que lui, un jour, pourra peut-être remonter sur le ring. Moi, j'en suis pas sûre. Je suis absolument d'accord avec Yves Dreux. Je suis pas certaine que ça soit le casting, mais sur un coup de hasard. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. On va peut-être jeter un coup d'œil à la une du Parisien Week-end qu'on n'a pas vu tout à l'heure. La voici sur la Coupe du Monde, Yves Dreux. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Alexia Germont à Florent Vadillo. On va revenir sur cette affaire embarrassante pour Emmanuel Macron. Après Mediapart et Le Monde, France Info publie une enquête sur les prix cassés dont aurait bénéficié le candidat En Marche dans la course à l'Elysée, des ristournes qui auraient échappé à la commission des comptes de campagne. Et cela pose pas mal de questions. On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Clément Perrault. La commission des comptes de campagne persiste et signe. La campagne présidentielle d'Emmanuel Macron a été validée. Décision définitive. La commission a épuisé sa compétence en publiant ses décisions. Elles sont devenues définitives. Elles n'ont pas été frappées d'aucun recours
aucune autorité ne peut les remettre en cause. Pourtant, Radio France révèle ce matin que le candidat Macron aurait bénéficié de ristournes substantielles sur ses frais de campagne, notamment pour l'organisation de meetings. Par exemple, le 6 février 2017 dans la salle Bobino à Paris. Un meeting n'a été facturé que 3 000 € pour une prestation qui pourrait coûter le triple selon certains experts. Une réduction qui pourrait s'expliquer par les liens étroits qu'entretiennent le couple Macron et le propriétaire de la salle, Jean-Marc Dumontet. Mais pour la commission, il n'est pas avéré que ces ristournes soient abusives car les tarifs dans l'événementiel seraient très fluctuants. Les indications que nous ont données les experts font que dans la plupart des cas, il n'y a pas de véritable prix de marché, même quand il y a un catalogue. Suite aux révélations dans la presse, la commission assure avoir ressorti 19 factures qui avaient donné lieu à des discussions sur la campagne d'Emmanuel Macron. Leur réexamen n'aurait révélé aucun élément nouveau. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Alexia Germont, bonsoir, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, et Florent Vadillo, bonsoir, président du think tank L'Hétérie. Le président de l'association Anticorps, interrogé par France Info ce matin, nous dit « Je suis très étonné que la commission des comptes de campagne n'ait pas tiqué. La commission semble complètement dépassée, elle n'est plus à la hauteur des enjeux. » Est-ce que c'est surtout ce que révèle cette affaire, d'après vous, Alexia Germont? Il est vrai que c'est très instructif de ce point de vue-là. Quand on voit quelles sont les missions, de toute façon, de la CC, de la Commission nationale des comptes de campagne, il est vrai qu'ils ont un budget qui est quand même relativement restreint, qui est de l'ordre de 6 millions d'euros, d'une part, et ils ont quand même deux grands pôles qui sont à surveiller, qui sont à la fois les partis politiques, bien sûr, et les élections. Et ça pose certainement la question de l'équilibre entre ces deux grands pôles, puisque les partis politiques en France sont quand même très nombreux, même si on n'en connaît que très peu, finalement, pour le grand public. Il y a à peu près 450 partis politiques qui sont quand même à surveiller, dont à peu près, je pense, 350, enfin environ, 350 qui sont actifs. Vous avez un secrétariat général qui est composé à la fois de fonctionnaires ou de contractuels, à peu près d'une quarantaine de personnes. Donc vous voyez, ne serait-ce que par rapport aux partis politiques qui sont à surveiller, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Et au moment des élections, et des contrôles des comptes de campagne, ils sont obligés de faire appel à des contrôleurs, et il y a à peu près une équipe de 200 personnes. Donc vous pointez un manque de moyens? Ça me paraît quand même assez important, effectivement, à souligner. La CNCCFP n'est pas outillée aujourd'hui par rapport à la complexité. Pour toute personne qui a fait une campagne électorale, ne serait-ce que remplir les dossiers au niveau de petites élections locales, on voit que c'est quand même compliqué, y compris pour eux derrière à déboucler. Donc au niveau d'une campagne présidentielle, évidemment, surtout vu les montants qui sont en œuvre. La campagne électorale d'Emmanuel Macron, on parle quand même d'environ 16 millions d'euros. Florent Vadillo, vous êtes d'accord? C'est essentiellement un problème structurel lié à la Commission nationale des comptes de campagne? Il y a un problème de moyens qui est évident. Parce que la vie politique, le financement de la vie politique est assez récent en France, le financement public de la vie politique, et les besoins ont cru, les élections se sont multipliées, donc il est évident qu'il faut de nouveaux moyens, plus de moyens pour cela. Mais je pense surtout que c'est le modèle juridique qui a vécu. On voit aujourd'hui que la Commission n'est plus adaptée, n'a plus le cadre juridique adapté pour faire face aux demandes légitimes de transparence et à la complexité des modes de financement public. Je prends quelques exemples très importants. Par exemple, la Commission n'a pas de jugement en opportunité. Elle fait un contrôle comptable. Or, de plus en plus, on demande un jugement en opportunité. On le voit sur ce qui est potentiellement reproché à Emmanuel Macron, sur des ristournes qui auraient été trop importantes au regard d'autres locations de salles. Deuxièmement, elle ne peut pas solliciter de services enquêteurs. Et justement, les moyens sont très faibles, donc elle est en quelque sorte réduite à ses propres moyens qui sont insuffisants. Et donc, on le voit, elle essaie de multiplier ce qu'on appelle les articles 40, c'est-à-dire le signalement au procureur de la République d'éventuelles irrégularités. Ce qu'elle a fait pour Jean-Luc Mélenchon, ce qu'elle a fait pour Jean-Luc Mélenchon. C'est assez récent d'ailleurs comme pratique, ces articles 40, et c'est bien la preuve qu'elle n'est pas en mesure d'aller plus loin. Donc moi je pense qu'il faut aller vraiment sur un modèle équivalent à celui de la haute autorité de la transparence de la vie politique, c'est-à-dire une instance spécialisée, professionnalisée. Avec un pouvoir de sanction ? Il faudra y réfléchir, mais en tout cas, sur les comptes
indéniablement, et un lien beaucoup plus fort avec le parquet national financier. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas envisager que les comptes de campagne soient désormais surveillés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique? Ça serait vraiment la complétude du modèle, d'un modèle de transparence et de contrôle de la vie politique française. Au-delà de cette commission, les dépenses de campagne sont aussi très encadrées. Pour la présidentielle de 2017, le plafond était fixé à 16,850 millions d'euros pour le premier tour et plus de 22 millions d'euros pour les deux candidats présents au second tour. Est-ce que cette affaire pose aussi la question du financement des campagnes et des plafonds de dépenses autorisés? Oui, j'invite d'ailleurs tous les citoyens à aller regarder, c'est très instructif, sur le site de la CNCCFP, et ça renvoie vers Légifrance. Il y a le détail en fait des décisions candidat par candidat, avec l'approbation des comptes de campagne. Donc on voit poste par poste les dépenses ou les recettes qui étaient proposées et ce qui a finalement été retenu. On ne voit pas l'attendu des motifs derrière, hein. On ne va pas dans le raisonnement, mais en revanche on voit les marges de manœuvre entre Monsieur Poutou qui avait à peu près 800 000 euros, enfin il faut déjà les réunir hein, quand même, 800 000 euros d'enveloppe pour sa campagne, et puis tous ceux qui sont au-dessus de 12 millions d'euros. Benoît Hamon a quand même dépensé 15 millions d'euros. Enfin, le Parti socialiste, il a été critiqué pour cela. Marine Le Pen, 12 ou 13 millions d'euros. Donc tout le monde est dans cette surenchère. Est-ce que ce sont des campagnes qui sont finalement plus efficaces quand il y a plus de moyens? Pas forcément, pas forcément. Florent Badillo. Je pense qu'il y a un modèle repoussoir qui est celui des États-Unis. C'est-à-dire les campagnes sont pharaoniques. Oui. Et on en est loin. On en est loin. Et ce sont les riches qui gagnent. Et ce sont les riches qui gagnent, avec des financements qui sont d'ailleurs qui sont exclusivement privés. Donc je pense qu'il faut se garder en fait d'augmenter de manière exponentielle les plafonds, parce que naturellement tout responsable politique aura envie de débourser de plus en plus pour séduire et pour convaincre de plus en plus. Néanmoins, je pense qu'effectivement, là encore, on est arrivé sur l'essoufflement d'un modèle qui est très ancien, qui est très impopulaire, parce que finalement dire qu'on va augmenter les dépenses de campagne, ça n'est pas nourrir une veine extrêmement populaire au sein du pays. Mais je pense qu'il faut le faire parce que c'est une respiration de la vie démocratique et je crois que ça n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Et vraiment, je pense qu'il faut avoir le courage d'augmenter ces plafonds-là et les modes de financement. Parce que vous évoquiez les 800 000 euros de Philippe Poutou. Ils n'ont pas été remboursés, ces 800 000 euros, parce qu'il n'a pas atteint le plafond nécessaire. Oui. Il faut se poser cette question-là aussi, parce que la pluralité, c'est aussi baisser le plafond pour rembourser ces petits candidats qui font vivre également des sensibilités qui doivent être représentées. Allez, on en vient au deuxième thème de notre match. C'est cette grève SNCF qui se poursuit. 14e épisode ce jeudi. La mobilisation s'affaiblit, mais un noyau dur résiste. Les usagers commencent à se demander pourquoi, puisque la loi a été adoptée mardi au Sénat. Il reste effectivement quelques étapes dans le processus législatif. La commission mixte paritaire lundi prochain au Sénat, puis la lecture des conclusions de cette CMP les jours suivants. Du coup, la pression des opposants au texte continue. Il faut continuer parce que une négociation risque de s'ouvrir là quand même, et que donc il y a des éléments à gagner concrètement. Il y a pas un côté jusqu'au boutiste dans le raisonnement ? Non, je pense qu'il y a la volonté d'amoindrir les reculs qui sont à l'œuvre aujourd'hui avec cette réforme. Alexia Germont, est-ce qu'ils sont dans la méthode Coué, ces opposants au texte, ou est-ce qu'effectivement ce n'est vraiment pas fini, ils peuvent encore peser pour inverser la tendance? Je pense qu'ils sont vraiment dans la méthode Coué. Ils sont surtout dans une posture et ils prennent finalement une lourde responsabilité au bout du compte. Je trouve qu'on a réussi quand même à sauvegarder les équilibres jusqu'à présent avec l'agacement quand même des usagers. On en est quand même au 28e jour, 14e séquence. Et j'annonce à l'instant que l'intersyndicale de la SNCF dit maintenir son calendrier de grève. Oui, mais c'est pas étonnant pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin de sortir par le haut. Il leur faut quelque chose qui justifie vis-à-vis aussi de leurs adhérents le fait éventuellement de plier, de revenir en arrière. Or, avec le texte que l'on a aujourd'hui, qui a été voté par le Sénat, en fait, les trois grands axes sur lesquels le gouvernement ne voulait pas bouger, ils n'ont rien obtenu. Et pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où cette réforme de la SNCF a eu pour initiative au démarrage la mise en concurrence, en fait, ce n'est que la déclinaison de la mise en concurrence. Vous avez l'ouverture à la concurrence qui est votée, vous avez le statut de SA, et vous avez derrière, parce que comment
faire fonctionner avec de la concurrence si vous ne bougez pas le statut des cheminots, c'est très compliqué. Donc vous avez effectivement la fin du recrutement, du statut des cheminots. Mais sur lesquels ils ont quand même obtenu un certain nombre d'avancées, sur notamment la possibilité de revenir, je crois, après 8 ans, il me semble. 8 ans, c'est quand même très long dans la vie d'un salarié. Quand vous partez à l'extérieur et qu'au bout de 8 ans, vous décidez de réintégrer votre entreprise, les salariés du privé n'ont pas ça. Donc voilà, il faut maintenant qu'ils arrivent à sortir par le haut pour ne pas être déjugés. C'est ça la difficulté. Et c'est une question de vie ou de mort syndicale. Florent Vadillo. J'ai une opinion un peu différente, une fois n'est pas de coutume. Ils ont raison de continuer, stratégiquement, je ne parle pas du point de vue de l'usager, parce qu'ils ont obtenu des avancées lors du Sénat. Lors du passage au Sénat. Alexa Germont en évoquait certaines, elles ne sont pas négligeables. Et la reprise de la dette de la SNCF en est une. Bon. Donc stratégiquement, il faut continuer, parce que le texte n'est pas achevé. Il faut d'autant plus continuer que la commission mixte paritaire, c'est justement l'endroit où il va y avoir un mouvement de balancier pour savoir si le texte sera plus proche de celui voté par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire conforme au texte du gouvernement, ou celui plus proche du Sénat. Donc il faut montrer qu'il n'y a pas de détermination qui s'éraille en quelque sorte, parce que précisément la CMP, c'est le lieu de tous les dangers, notamment elle se fait à huis clos. Donc les arbitrages sont encore plus difficiles à rendre en quelque sorte visibles par le grand public. Et puis il y aura la lecture définitive. Et là encore, si la mission des syndicats est accomplie, c'est-à-dire si la pression s'accroît, ils peuvent encore espérer des amendements du gouvernement sur certains points. Donc en termes de processus parlementaire, en termes de processus de décision, leur stratégie est la bonne, parce qu'ils peuvent encore soit perdre, soit gagné. Et ce n'est pas tout à fait fini. Troisième thème de ce match, peut-être la fin officielle de la lune de miel entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Une rupture actée par ce G7 sous tension. À quelques heures de l'événement, le président américain est plus isolé que jamais. Le président français s'est d'ailleurs bien chargé de lui faire comprendre tout à l'heure. On m'a parfois reproché d'être trop amical avec le président Trump. La belle affaire. Je me félicite, il y a une amitié entre nos peuples. Et il faut, quel que soit le contexte, essayer de maintenir ces liens. Et puis on peut avoir une relation amicale, franche, sincère, courtoise, souriante, et ne rien concéder. Et à l'instant, Emmanuel Macron qui annonce qu'il va réunir les Européens pour renforcer cette alliance avant le G7. Ne pas avoir peur d'un accord à 6 face aux États-Unis. C'est un divorce consommé ? En tout cas annoncé. Puisque même Angela Merkel a dit qu'elle n'était pas forcément prête à signer un communiqué commun, notamment s'il y avait encore un recul en matière de climat, notamment. Je crois que c'est très bien positionné de dire qu'effectivement on est sur un G7 qui cette fois-ci est G6 plus 1, et dans ce G6, on a très clairement l'Europe qui peut faire front, pour une fois, et porter une voix très forte. Mais vraiment, on peut y croire ? Je crois qu'on peut y croire. Il faut mettre en perspective tout cela avec la commissaire européenne au commerce qui a annoncé donc qu'il allait y avoir une liste de produits qui allaient être taxés. Et donc là, c'est le retour à l'envoyeur, tout comme Justin Trudeau l'a fait de son côté. La perspective, de toute façon, avec Trudeau est un peu plus complexe parce qu'il faut savoir aussi que ça se met dans une lignée avec la discussion aussi sur l'ALENA. Donc ça fait partie des sujets qui sont véritablement chauds entre le Canada et les États-Unis. Donc oui, je pense qu'on peut y croire. 6 contre 1, c'est possible ? Moi, j'y crois pas du tout. Voilà. J'y crois pas du tout pour une raison très simple, c'est que le multilatéralisme, c'est l'argument des faibles en quelque sorte. Et on le voit parce que Emmanuel Macron a tenté de faire cavalier seul face à Donald Trump. Il y a eu une forme d'attirance. Il s'est dit qu'il allait seul contre tous, en quelque sorte séduire l'ogre et lui permettre d'arracher des concessions. Il n'a pas obtenu sur l'accord iranien. Donald Trump a laissé planer le doute, puis il s'est retiré, posant une vraie question sur la stabilité de la zone. Il n'a pas obtenu sur la question syrienne, loin s'en faut. Il n'a pas obtenu sur les sanctions économiques. Les Américains sont en train de mener une vraie guerre économique. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de passer la seconde là ? Il y a un affront sérieux à réunir les Européens au Canada juste avant ce G7. Est-ce qu'il n'essaye pas de marquer un grand coup ? Est-ce qu'il ne pourrait pas convaincre cette fois Donald Trump ? Moi, je pense qu'il est en train de changer de voie. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans une impasse qui lui a d'ailleurs beaucoup coûté, parce qu'il a été très critiqué sur la scène nationale comme à l'international pour la tentative de proximité qu'il essayait d'installer avec Donald Trump. Donc je pense qu'il a compris qu'il était dans une impasse, et aller plus loin,
ça aurait été de l'acharnement et un échec diplomatique cuisant, parce que Donald Trump, malgré toutes ses foucades, n'est pas si mauvais que ça en politique diplomatique, parce que c'est finalement le retour des néoconservateurs à Washington. Donc c'est en réalité une politique très structurée, avec un président qui joue de ses foucades et surtout un entourage qui joue de ses foucades. Enfin, sur l'Union européenne, ne croyons pas qu'on peut aller très loin. Justin Trudeau, il joue une partition très claire, il essaie d'être proche des Européens, parce qu'il y a le CETA, parce qu'il y a l'ALENA, etc. Mais au moindre coup de vent, il sera du côté américain, car c'est là que ce sont ses intérêts économiques, c'est là que sont ses intérêts électoraux. Quant au front européen, ça va marcher avec quelques pays, mais quid de la Pologne, qui est totalement alignée sur l'allié américain, ou de l'Allemagne, qui aura aussi des états d'âme à un moment donné. Donc je pense que c'est une stratégie politique intéressante, médiatique indéniablement gagnante, mais je pense peu durable. Et on y reviendra très probablement dans nos prochaines émissions sur Public Sénat. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Gabrielle Dédier. Elle publie un livre coup de poing sur la discrimination que vivent les personnes obèses. Cette discrimination a un nom, ça s'appelle la grossophobie. Elle a titré son livre ainsi « On ne naît pas grosse ». Elle nous dit tout dans un instant, juste après cette courte pause. Je viens de recevoir ce document circulaire 14 à l'intention de la mission diplomatique. Nous avons ordre de refuser l'entrée sur le sol portugais à toutes les personnes indésirables. Je suis très heureux, monsieur le rabbin, de vous annoncer que nous avons réussi à convaincre Lisbonne. Vous pouvez partir. Si l'on s'en réfère aux directives de Lisbonne, monsieur, nous ne pouvons accorder de visa à monsieur Jean Goldstein. En revanche, aucun problème pour madame qui est citoyenne portugaise. Pas plus d'ailleurs que pour son fils, Jean. Accélérons le rythme, accélérons. Tu as une idée du nombre de visas qu'il a délivrés? On n'a pas le chiffre exact, Excellence. Mais une trentaine de milliers semble probable. Cet homme-là ne verra plus jamais rien de moi. Même pas la pointe de mes souliers. Désobéir. Aristide de Sousa Mendes, samedi à 22h30 sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Gabrielle Dédier. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice du webzine culturel Ginette Le Mag et vous publiez ce livre dont je parlais il y a un instant, On ne naît pas grosse. L'objet de votre combat, c'est ce qu'on appelle la grossophobie. Peut-être expliquer en quelques mots ce que ça veut dire pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas ce mot. Alors la grossophobie, qui est un mot qui est rentré au dictionnaire il n'y a pas très longtemps au petit Robert, c'est l'ensemble des discriminations systémiques, mais pas que, qui touchent les personnes qui sont en surpoids et ou obèses. Alors pour être très concret, je voudrais commencer cette interview avec les premiers mots de votre livre qui sont poignants et violents. Tu me dégoûtes, sale grosse, j'ai envie de vomir quand je te vois, Biggie. Voilà le genre d'insulte auquel vous avez eu droit. C'est ça la grossophobie. C'est ça la grossophobie, ça c'est la grossophobie du quotidien en fait. Parce que vous avez aussi des grossophobies qu'on peut appeler systémiques et qui sont les grossophobies qui sont liées à la discrimination à l'embauche ou à des problèmes pour se soigner parce qu'on est trop gros. Parlons peut-être d'abord de la grossophobie du quotidien. Concrètement, comment elle se manifeste au-delà des insultes que je viens de citer? Ça se manifeste, je vais faire mes courses, on discute mon panier, la caissière discute mon panier, tout le monde discute mon panier. C'est-à-dire, on regarde ce que vous mangez, on dit faut pas s'étonner. Voilà, vous prenez une tablette de chocolat, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il faudrait pas. C'est se faire arrêter dans la rue en fait par des gens qui soit vous insultent et vous disent que vous êtes une aberration de la nature, soit vous disent écoutez, moi j'ai vu à la télé des gens qui avaient maigri en faisant ceci, en faisant cela, ou il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a la solution, ou alors ils connaissent eux-mêmes la solution. Et donc c'est se faire arrêter dans la rue, c'est être au resto avec des amis et entendre les gens dire si on prend un dessert, faut pas s'étonner. Enfin, c'est toutes ces phrases-là. Rien n'est fait dans notre société pour inclure les personnes obèses dans les rues, dans les transports.
c'est quelque chose dont vous souffrez au quotidien, dont les personnes obèses peuvent souffrir au quotidien? Mais clairement, en fait, c'est super difficile pour plein de personnes de passer le tourniquet du métro. Enfin, c'est à Paris, j'entends, hein, parce qu'il y a quand même des villes où c'est vachement plus simple. À Toulouse, le métro, j'ai jamais eu de problème. À Rennes, j'ai jamais eu de problème. À Paris, c'est un vrai souci, l'accessibilité. Mais ne serait-ce que les bancs qu'il y a sur les quais les quais de tramway, par exemple. Alors, en plus, c'est d'autant plus violent qu'on sait que ces bancs ont des petits accoudoirs pour pas que les gens viennent dormir dessus. Ouais. Et il se trouve que quand on est gros, on peut pas non plus s'asseoir dessus. Et ça, c'est très révélateur en fait pour moi. Ça veut dire que les gens dont on ne veut pas, on n'a pas besoin de leur dire, on se débrouille pour qu'ils soient pas là. L'impact psychologique est réel, est très dur. Vous écrivez depuis l'enfance, l'adolescence surtout. L'obèse apprend à se taire. Il est à l'image de ses kilos, toujours en trop. Ouais, ou alors il essaie de se faire remarquer positivement avec cette éternelle image du gros rigolo. Enfin voilà, c'est quelque chose de surjoué, de téléphoné. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quand il y a des gros qui maigrissent et qui jouent plus le rôle du gros, on leur reproche de plus être dans ce rôle-là, en fait. Il y a quelque chose de terrible, c'est que la personne est, semble-t-il, toujours considérée comme responsable de son obésité, manque de volonté, goinfrerie. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Que tout ça, en fait, c'est un fantasme, en fait. En réalité, c'est les maladies de la volonté. Concrètement, elles n'existent pas. Parce que l'obésité est une maladie. Oui, l'obésité, c'est une maladie. Après, il y a beaucoup de discussions autour de est-ce que c'est un symptôme ou est-ce que c'est le résultat ou, enfin voilà, tout ça, ce sont des vrais débats qui existent. Mais l'obésité, c'est une maladie. Mais c'est une maladie qui fait que, en fait, c'est un syndrome qui fait que statistiquement, on augmente nos risques d'avoir des maladies qui sont liées à l'obésité. Donc voilà. Après, quand on dit qu'on est obèse et qu'on n'a pas de diabète, qu'on n'a pas de cholestérol, etc. Enfin, on peut être obèse sain, entre guillemets. Enfin, j'aime pas trop le terme, mais enfin voilà, on peut être obèse sans être malade. Mais enfin, c'est toute l'ambivalence en fait, et c'est pour ça qu'il y a toutes ces questions, tous ces débats qui se posent. Mais en fait, oui, c'est une violence en fait, parce que dans l'imaginaire collectif, on peut, c'est réversible toutes ces questions de poids. Sauf que si les gens sont obèses, c'est parce qu'ils ont essayé de maigrir. Vous, c'est avec un régime que ça a commencé. Vous avez essayé de perdre 10 kilos et vous êtes, ça a été l'engrenage. C'est ça, exactement. Moi, je pesais 65 kilos quand j'ai fait mon premier régime, et c'est évident que je serais jamais devenue obèse si je m'étais pas retrouvée dans cette spirale à perdre 10 kilos, en reprendre 15 et puis après des spirales où on en prend de plus en plus et on perd plus 10 kilos, on en perd 50 mais on en reprend 60. Vous parlez aussi de votre expérience avec les médecins qui peuvent être très durs. Il y a une anecdote très touchante que je voudrais lire aussi pour les téléspectateurs. Avez-vous une idée de votre poids? En septembre, je pesais 1 quintal 1 quart. Cette façon de désigner mes 125 kilos la met en rogne. Elle m'explique qu'elle n'est pas vétérinaire mais médecin. Je rétorque que 2 professionnels m'ont parlé ainsi de mes kilos. Le corps médical peut être très dur, très culpabilisant. Ah oui, très culpabilisant, mais en fait c'est l'ultime violence pour moi, cette violence médicale, parce que quand on va chez le médecin où on a besoin de cette bulle en fait, où on se sent protégé, et quand on est obèse, on n'est jamais protégé. Enfin, que ce soit de la maison, quand on sort, quand on va travailler, quand on trouve un travail, parce que ça aussi c'est une vraie question, et de se retrouver chez le médecin et le médecin qui vous culpabilise alors qu'en fait on n'est que le produit de ses échecs à lui, parce que si 95% des régimes sont des échecs, c'est pas parce qu'il y a 95% des gens qui sont feignants, hein. Protégé de nulle part. Il y a des mesures prises récemment, je pense à la taxe soda qui a été votée à l'automne dernier. Vous riez? Je ris. Pourquoi? Parce que le raccourci soda-obésité, c'est typiquement de la grossophobie en fait. Ouais. Là, on nous stigmatise. Ça veut dire que les gros, les gros ne boivent que des sodas. Et alors comment vous l'expliquez, cette obésité, au-delà de peut-être effectivement l'engrenage des régimes, vous l'avez dit. Est-ce que certains le disent, mais c'est de la malbouffe? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais c'est pas qu'une histoire de bouffe. Si c'était qu'une histoire de bouffe, les gens, on sait les faire maigrir. Enfin, ça, c'est pas un souci. C'est pas qu'une histoire de nourriture. C'est multifactoriel. L'obésité, c'est un marqueur social, c'est un marqueur de pauvreté. Une femme obèse a 8 fois moins de chances de se faire employer qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme obèse a 3 fois moins de chances de se faire employer.
on maintient la pauvreté, en fait, on maintient l'obésité. Alors évidemment qu'il y a des histoires d'hygiène alimentaire, mais il n'y a pas longtemps, je me disputais avec un médecin qui disait oui, mais ça coûte pas cher d'acheter du riz complet. Ouais, mais en attendant, le kilo de courgettes, il est moins cher que le kilo de pâtes. Donc, il est plus cher que le kilo de pâtes, pardon. Et il y a un moment, c'est mentir aux gens que de leur faire croire que c'est qu'une question d'éducation alimentaire. Évidemment que ça rentre en compte, mais si vous prenez les cartes de l'obésité, les cartes de l'alcoolisme, les cartes de la dépression, elles se superposent toutes avec la carte de la pauvreté. Il y a un moment, il faut qu'on réfléchisse globalement, et l'obésité, c'est pas qu'une histoire de nourriture, il y a des tas de choses, des perturbateurs endocriniens, des traitements contre la dépression, il y a des tas de choses qui font que c'est multifactoriel. Et c'est un cri d'alarme que vous poussez dans ce livre, On ne naît pas grosse, un livre très touchant. Merci beaucoup Gabrielle Dédier d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle donc, On ne naît pas grosse aux éditions de la Goutte d'Or. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. publicsénat.fr pour retrouver nos articles et les émissions en replay. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.